maritimes. Peut-être quelques propositions de la conférence des régions périphériques maritimes sur comment rester numéro 1 en Europe. Merci. Merci, bonjour. Je suis Damien Périssé, je travaille au secrétariat général de la CRPM. La CRPM, c'est la conférence des régions périphériques maritimes, donc vous voyez la carte des régions membres s'afficher. C'est une organisation vieille de 40 ans maintenant, presque, puisqu'elle a été créée en 1973 en région Bretagne, à l'initiative de la région Bretagne, avec à l'époque comme élément constituant et génétique la sécurité maritime, et notamment une mobilisation forte à l'époque d'Écossais, d'Italiens et de Français autour de cet enjeu. Cette organisation a évolué jusqu'à comporter aujourd'hui 160 membres, et la sécurité maritime reste un élément très très important pour ces régions membres. Au sein de la CRPM, il y a eu des réflexions relancées sur la sécurité maritime. Il y a environ 2 ans, l'initiative du président Jean-Yves Le Drian, qui à l'époque était président de la région Bretagne et de la CRPM, et qui demeure aujourd'hui le président de la CRPM, avec le nom Erika 4 proposé. Pourquoi Erika 4 ? Pour exprimer l'idée qui a été beaucoup rappelée aujourd'hui et hier, tout simplement qu'il faut faire en sorte de ne pas attendre une grande catastrophe maritime pour prendre les initiatives nécessaires, qu'elles soient réglementaires ou non réglementaires, au niveau européen et aussi international, mais au contraire être dans l'anticipation. Donc Erika 4 pour la CRPM, c'était d'abord dans cette logique-là, un message à l'attention de l'Union européenne et des instances internationales, de continuer, comme elles le font sur certains domaines, à anticiper, à être actives. Aujourd'hui, Erika 4, c'est aussi un groupe de régions au sein de la CRPM, dans la région Bretagne, dont d'autres régions, et la Galice par exemple, qui était présente hier, les Shetland, des régions suédoises également, très actives en zone baltique, et qui vise à poursuivre sa réflexion pour, comme le disait Antidia, trouver une manière de synthétiser un ensemble de propositions pour la suite. Alors, les thèmes qui ont été abordés dans ce cadre-là et qui le seront dans les mois qui viennent sont les thèmes qui ont été en gros discutés hier et aujourd'hui. Donc je ne vais pas m'étendre longtemps sur ces thèmes-là, mais simplement en lister quelques-uns. Le premier thème, c'est tout simplement la mise en œuvre d'Erika 3, effectivement, puisque c'est l'enjeu numéro 1. Et avant de réfléchir à d'autres éléments, il s'agit de tout simplement mettre en œuvre Erika 3. On avait organisé un séminaire l'année dernière, en décembre 2011, au Parlement européen, avec Corinne Lepage. Pierre Karleskind était présent. Et justement, le premier sujet de ce séminaire, c'était la mise en œuvre d'Erika 3. Il y a un an, et la DG Move avait participé à ce séminaire, il y a un an, il y avait 82 procédures qui avaient été lancées contre différents États membres de l'Union européenne pour non-transposition d'éléments du paquet Erika 3. La situation a évolué de manière positive depuis, mais comme quoi la mise en œuvre d'Erika 3 pose question, c'est normal. Et donc il ne s'agit pas simplement de réfléchir à ça sous l'angle de sanctions contre les États membres, mais aussi de comprendre comment faire pour que les réglementations s'appliquent, et aussi réfléchir à ce que les problèmes de mise en œuvre nous enseignent. Pour voir s'il faut adapter ces réglementations-là, en inventer d'autres, etc. Donc Erika 3, c'est tout simplement le premier élément d'Erika 4, si je peux me permettre de dire. Deuxième sujet qui a été beaucoup discuté aussi hier et aujourd'hui, c'est le dommage écologique, qui est un sujet ancien, donc il n'y a pas besoin de revenir sur le fait que c'est un sujet qui a généré beaucoup de débats. On sait très bien que ce sujet pourrait être mieux couvert, l'indemnisation du dommage écologique pourrait être mieux couverte au niveau européen et international. Pierre Karleskind rappelait tout à l'heure qu'il y a actuellement en cours des négociations au niveau européen sur une proposition de règlement de la Commission européenne qui concerne les plateformes pétrolières. Cette proposition-là, elle est intervenue suite à la catastrophe Deepwater Horizon. Donc c'est bien un exemple où il y a un accident européen qui catalyse une proposition de prise de décision réglementaire au niveau européen. Cette proposition, elle est très intéressante. Alors on parle des plateformes qui ne sont pas les navires, ça n'a rien à voir juridiquement, mais enfin quand même,
Cette proposition, elle ouvre la perspective d'une évolution des règles de responsabilité en cas de dommage à l'environnement marin résultant d'un accident impliquant des plateformes. Donc c'est quand même intéressant parce que ça ouvre quand même cette question-là. Évidemment, et Isabelle Thomas l'a beaucoup rappelé, dommage écologique, c'est beaucoup les suites de l'ERICA. Peu de personnes, je pense, avaient anticipé l'arrêt de la Cour de cassation française, qui a été rendu le 25 septembre, qui est quand même un événement majeur juridique en France, mais au-delà, pour l'Union européenne, et également au niveau international, puisque cet arrêt propose une avancée forte en termes de reconnaissance du préjudice dommage écologique. Après sur d'autres questions, notamment la compétence territoriale et aussi la chaîne de responsabilité. Mais là, il y a vraiment un sujet, monsieur le directeur général, pour l'Union européenne. Quelle analyse doit être faite au niveau européen de l'arrêt de la Cour de cassation française et quelles sont éventuellement les suites à donner sans préjuger de ces suites, mais en tout cas un débat peut exister sur ce thème-là. Ce débat existe aussi au niveau international, notamment dans le cadre du FIPOL. Il y a des analyses qui seront produites dans le cadre du FIPOL sur le jugement de l'ERICA, donc très bien. La CRPM participera à ce débat-là et c'est probablement aussi aux institutions communautaires de s'en saisir maintenant, Commission européenne, Parlement européen aussi, quid d'un débat au Parlement européen dans les mois qui viennent pour justement débattre de cette question-là, quid de questions parlementaires, quid d'un rapport parlementaire, pourquoi pas, sur ces questions-là, en fonction des députés européens qui se saisiront de la question et de la manière dont ils souhaiteront l'orienter. D'autres questions, surveillance maritime et effectivement coordination des systèmes de surveillance, je ne reviendrai pas là-dessus. Navire à passagers, alors c'est un sujet sur lequel la Commission européenne et les instances internationales travaillaient avant le Costa Concordia. Maintenant, l'accident du Costa Concordia est intervenu pour catalyser ces réflexions-là. Le Costa Concordia, c'est aussi... je reviens aussi sur le fait qu'on a entendu dans ce séminaire dire qu'il ne fallait pas que la sécurité maritime soit uniquement un débat d'experts. Là, avec le Costa Concordia, dans le cadre de la CRPM, il y a eu un séminaire sur l'île du Giglio à l'invitation du président de la région Toscane et du maire du Giglio, qui ont été parmi les acteurs de premier plan suite à la catastrophe, puisqu'il y a eu un accident extrêmement grave avec des victimes. Et Pierre Karliskin le rappelait aussi hier, je crois, avec aussi après au-delà des problématiques extrêmement concrètes à gérer, comment on fait pour évacuer 15 000 transats ou je ne sais plus combien de matelas sur une île, comment on fait pour expliquer aux habitants ce que fait l'Union européenne, ce que font les instances internationales. Et ça, ce n'est pas les consultations au niveau européen via la Commission européenne, etc., qui touchent les habitants, ce sont les élus locaux et régionaux qui sont responsables après politiquement devant leur population, qui doivent être des relais pour expliquer ça. Navire à passagers, monsieur le directeur général a rappelé qu'il y a effectivement une réflexion au niveau européen sur une évolution, y compris réglementaire, au niveau européen et international sur cette question-là. Bon, d'autres questions ont été mentionnées aussi. Antidia, tu en parlais hier, je crois, le pavillon européen, ou certains de tes collègues. Question, donc il ne s'agit pas de créer un pavillon européen ex nihilo, mais de réfléchir à l'harmonisation des pavillons délivrés par les États européens. La Commission européenne était revenue sur cette question-là dans son livre blanc sur les transports. Sous le même angle, c'est-à-dire qui n'est pas celui de la création de quelque chose d'européen ex nihilo, mais plus la coordination de ce qui se fait au niveau des États membres. Il y a aussi la réflexion sur la coordination de la fonction garde-côte au niveau européen, qui est aussi une question mentionnée dans le livre blanc sur les transports. Et enfin, ça a été beaucoup mentionné aussi, donc je ne reviendrai pas longuement dessus non plus, mais les questions sociales et le facteur humain avec la mise en œuvre des conventions internationales et au-delà. Donc pour conclure, je voudrais conclure sur juste un point qui a été discuté aussi, c'est est-ce qu'il faut que ce soit l'Union européenne qui agisse ou les instances internationales? Probablement les deux. Il y a des conventions internationales. Il y a effectivement, ça a été rappelé hier aussi par Pauline Marchand, le fait de prendre en compte que les équilibres internationaux dans les conventions sont le résultat d'accords politiques extrêmement difficiles à obtenir. C'est une réalité. Maintenant,
et Renaud Lagrave le disait tout à l'heure, c'est le cas pour tout. L'Union européenne en tant que telle est un enjeu extrêmement complexe tout le temps. Donc heureusement que les choses compliquées évoluent, parce que sinon il n'y aurait jamais rien eu de fait en matière de sécurité maritime. Donc quoi qu'il en soit, c'est-à-dire intervention au niveau européen ou international, le rôle de l'Union européenne est évidemment majeur. On sait bien que s'il n'y a pas d'accord entre les États européens et si la Commission européenne n'est pas en mesure de jouer un rôle important en termes de coordination politique, le niveau international évolue peu, voire pas. Donc dire qu'il faut agir au niveau international et pas européen, c'est aussi des fois une manière de dire qu'il faut rien faire du tout simplement. Voilà, donc on en appelle aussi beaucoup à l'intervention de l'Union européenne pour permettre de manière positive et constructive une évolution du cadre international lorsque c'est nécessaire. Voilà, et un tout dernier mot sur le fait que la CRPM sur la sécurité maritime prend en compte et respecte énormément évidemment la compétitivité des entreprises, et ça a été l'objet de discussions à la dernière assemblée générale de la CRPM qui s'est tenue en octobre dernier. Ça avait été aussi l'objet de discussions au séminaire du Giglio là-bas. L'approche de la CRPM et des élus qui portent la CRPM est de considérer que la sécurité maritime est un élément de la compétitivité du secteur du transport maritime au sens large, et certainement pas un élément qui va à l'encontre de la compétitivité industrielle dont bénéficient les régions maritimes elles-mêmes par ailleurs. Voilà, merci. Voyons bien qu'on est au cœur des réflexions actuelles dans les différents niveaux, les collectivités, l'État, au niveau européen. Peut-être que